À la une de l'actualité internationale, les réactions se multiplient après la mise en examen de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État accusé de corruption et de trafic d'influence. À droite, ses proches dénoncent la partialité des juges, quand d'autres préfèrent le silence. L'intéressé, lui, s'exprimera ce soir dans le journal de 20h de TF1. La crainte d'un cycle de vengeance au Proche-Orient. Un jeune Palestinien a été tué et enlevé à Jérusalem après le meurtre de 3 adolescents israéliens. Les appels au calme et à la retenue se multiplient. Et puis opération à risque en cours dans un port italien. Les armes chimiques livrées par le régime syrien sont peu à peu transférées d'un navire danois vers un bateau américain. Prochaine étape, la destruction de ces armes en pleine mer. Voilà pour les titres de cette nouvelle édition. Bienvenue à tous. Pour la deuxième fois, Nicolas Sarkozy a donc été mis en examen la nuit dernière au terme de sa garde à vue. Et les accusations sont graves: violation du secret de l'instruction, corruption et trafic d'influence. L'ancien chef de l'État risque théoriquement jusqu'à 10 ans de prison. Il est donc accusé d'avoir tenté d'obtenir des informations sur une enquête qui le concernait. Antoine Lard. Il arrive au tribunal, visiblement épuisé après 15 heures de garde à vue. Derrière ces murs, Nicolas Sarkozy est présenté à 2 juges, puis mis en examen, notamment pour corruption active et trafic d'influence. L'ancien président est soupçonné d'avoir soudoyé un magistrat, Gilbert Azibert, pour connaître à l'avance une décision importante dans le dossier Bettencourt. Le tout avec la complicité de son avocat Thierry Herzog, 2 hommes également mis en examen mardi. À l'origine de ces soupçons, des conversations téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat, qui avaient été placés sur écoute. Ces faits ne reposent que sur des écoutes que nous contestons et dont la légalité sera fortement combattue, qui sont non seulement des écoutes entre un client et son avocat, mais plus stupéfiant encore, j'ai découvert dans le dossier une écoute entre l'avocat et son bâtonnier. Mardi, dans la nuit, Nicolas Sarkozy est ressorti libre. Son avocat, lui, a été placé sous contrôle judiciaire. Pour les faits qui leur sont reprochés, il risque 5 à 10 ans de prison. Alors depuis ce matin, les réactions sont globalement mesurées. À droite, beaucoup attendent ce que va dire Nicolas Sarkozy. Ce soir sur TF1, il doit s'exprimer lors du journal de 20h. La plupart des élus expriment en tout cas leur amitié pour Nicolas Sarkozy. Les plus proches dénoncent un acharnement de la justice. Écoutez la réponse de Céline Parizeau de l'Union syndicale des magistrats. Je ne vois pas où est l'acharnement judiciaire à partir du moment où la procédure se déroule normalement, que les voies de recours normales sont ouvertes à M. Sarkozy comme aux autres mis en cause. Il n'y a pas d'acharnement particulier. La procédure est en plus là fondée sur des éléments qui ont été amenés par M. Sarkozy et son avocat lui-même par le biais d'écoutes qui n'avaient au départ rien à voir et qui ont permis de découvrir une nouvelle affaire, une affaire dans l'affaire. Et dans cette affaire, justement, le bâtonnier du barreau de Paris, Pierre-Olivier Sûr, se retrouve impliqué, malgré lui. Une conversation qu'il a eue avec maître Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, a été écoutée par les enquêteurs, puis retranscrite. Pour lui, eh bien, les juges ont dépassé leurs prérogatives. Écoutez-le. C'est absolument scandaleux, c'est hors norme, on n'a jamais vu ça, c'est une première absolue, c'est une sortie de route de la part des juges d'instruction. C'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire. On comprend qu'il ait été écouté et que ça a été retranscrit. Qu'est-ce qui vous choque exactement ? On comprend qu'il ait été écouté, mais on ne comprend pas que ça a été retranscrit. Excusez-moi, mais c'est pas tout à fait pareil. Lorsque Thierry Herzog est en conversation avec son bâtonnier, c'est quelque chose qui relève de la sphère, non seulement du secret professionnel, comme je vous disais, mais aussi de la vie privée, de la confidence, de cette rencontre entre la conscience et la confiance entre un avocat et son bâtonnier. Les juges, là, sont allés trop loin. Dans l'actualité également, le risque d'un engrenage au Proche-Orient après le meurtre de 3 adolescents israéliens. C'est un jeune Palestinien qui, à son tour, a été enlevé puis tué ce mercredi. Le garçon de 16 ans a été kidnappé dans un quartier de Jérusalem-Est. Sur place, des heurts ont éclaté depuis ce matin. On retrouve notre envoyé spécial Willy Bracciano à Jérusalem. Willy, quelle est la situation à l'heure actuelle en ce milieu d'après-midi ?
Écoutez, à l'heure où je vous parle, les affrontements continuent toujours ici, donc à Swafat. Derrière moi, les policiers et les jeunes sont toujours en train d'en découdre depuis plusieurs heures d'ici dans ce quartier arabe de Jérusalem-Est. Alors, vous le savez, l'objet de cet affrontement, c'est la mort d'un jeune Palestinien qui a été kidnappé au petit matin ici et qui a été ensuite, dont le corps a été retrouvé dans la forêt de Jérusalem. Alors pour le moment, l'enquête est toujours en cours. La police officiellement n'est pas encore en mesure de dire s'il s'agit bien effectivement de ce jeune Palestinien de ce quartier qui a été découvert. Mais pour les habitants qui sont ici en train de manifester violemment contre les policiers, il s'agit bien de ce jeune homme de 17 ans qui se rendait donc à la mosquée pour prier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que suite à tous ces affrontements qui ont démarré depuis très tôt ce matin, les autorités ont appelé au calme et ont demandé donc aux Palestiniens de rentrer chez eux, de quitter cette rue principale pour pouvoir retrouver le calme. D'ailleurs, plusieurs personnes, dont notamment les parents des 3 adolescents israéliens qui a été assassiné, la mère de Naftali Frankel, qui a fait cette déclaration aujourd'hui. Elle a dit que s'il s'agit de l'assassinat d'un jeune arabe pour des raisons nationalistes, écoutez, c'est un acte choquant et horrible, a-t-elle dit, et qu'il n'y a pas de différence dans le sang. Un meurtre reste un meurtre, a-t-elle déclaré. Alors le cabinet de sécurité israélien va se réunir pour la 3e fois consécutive ce soir, car on ne sait toujours pas quelle sera finalement la réponse d'Israël à ce triple meurtre d'adolescents. Écoutez, c'est toute la question de cette rencontre, savoir, parce que ça fait maintenant 3 jours que ce cabinet de sécurité se réunit sans véritablement apporter de réponse. Donc à chaque fois, les discussions sont ajournées. La première fois, des discussions très houleuses dès le lundi ont eu lieu sans parvenir à une solution, parce qu'on sait que ce cabinet est divisé. La gauche, comme le centre, voudrait des réponses plutôt mesurées pour éviter une escalade de la violence, tandis que la droite souhaiterait plutôt une opération de grande envergure, notamment à Gaza, un peu plus d'envergure à Gaza ou encore en Judée et en Samarie. Alors que on sait que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est opposé pour le moment à une opération d'envergure. Il souhaiterait plutôt une réponse plutôt mesurée. Benjamin Netanyahou, vous le savez, doit faire face aussi à la pression de la communauté internationale qui souhaite une réponse modérée. La seule chose qu'il a dite, le Premier ministre israélien, c'est que son premier objectif, son objectif principal, c'est de traquer les assassins des 3 adolescents, et ça prendra le temps qu'il faudra, mais il va les traquer. Willy Bracciano en direct de Jérusalem. Merci Willy. Le port italien de Gioia Tauro placé sous très haute sécurité. Pour cause, c'est une opération délicate qui a lieu depuis ce matin. Le transfert entre 2 navires, des armes chimiques qui ont été livrées par le gouvernement syrien, et des armes qui seront ensuite détruites en mer. Explication d'Inès Olagaray. C'est le dernier chargement d'armes chimiques en provenance de la Syrie. Parti de Latakia le 23 juin dernier, ce cargo danois est arrivé mercredi matin dans le port de Gioia Tauro, en Calabre. Il transporte à son bord 100 tonnes des substances les plus dangereuses du stock d'armes chimiques déclaré par Damas. La cargaison est ensuite déplacée à bord du Cape Ray, le navire américain chargé de les détruire. À Gioia Tauro, la sécurité a été renforcée. Les routes d'accès ont été fermées à la circulation et il est interdit de survoler la zone jusqu'à jeudi soir. Dans les villages voisins, les habitants appréhendent ce dernier transfert qui pourrait durer près de 24 heures. On ne connaît pas le nom des substances chimiques qui vont être transférées. Est-ce du gaz sarin, du gaz moutarde? On n'a aucune certitude. Il ne s'agit pas d'une opération de routine. C'est une opération à caractère militaire. On n'a pas vraiment l'habitude de faire ça ici à Gioia Tauro. Donc on est vraiment très inquiet. Près de 6 mois après l'arrivée du premier chargement, 1300 tonnes d'armes chimiques se trouvent désormais dans ce port italien. Les composants les plus dangereux seront détruits par hydrolyse, en pleine mer, à bord du Cape Ray. C'est une opération relativement rapide pour le Cape Ray. Cela devrait prendre de 60 à 90 jours. Les déchets seront ensuite transférés en Finlande et en Allemagne. L'élimination des armes chimiques syriennes a pris du retard. La date butoir était initialement fixée au 30 juin 2014. Négocié en octobre 2013, l'accord sur le plan de destruction de cet arsenal a permis à Damas d'éviter des frappes militaires américaines en Syrie.
Comment enrayer l'épidémie du virus Ebola qui sévit en Afrique? Les ministres de la Santé de 11 pays d'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés à Accra pour mettre en place un plan qu'ils veulent radical, car selon l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, le virus a déjà fait plus de 460 morts dans les pays touchés, la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Salima Belhadj. Pas facile de reconnaître que l'on est porteur du virus Ebola. Et c'est là tout le problème, ici dans la région de Kenema, une des plus affectées par l'épidémie. Les autorités sanitaires et le gouvernement tentent de faire comprendre aux malades qu'il vaut mieux venir se faire soigner que d'aller se cacher. Mon plus gros problème à ce stade, c'est faire accepter la maladie aux gens qui sont touchés. Les gens doivent comprendre que si l'un d'eux présente les symptômes de diarrhée ou de vomissement, alors il faut aller directement à l'hôpital. Mais c'est exactement le contraire qu'a fait cette survivante au virus. Quand j'ai pensé être atteinte par la maladie, je me suis cachée dans les buissons, je me suis soignée toute seule. Je savais que beaucoup de personnes touchées par Ebola sont mortes, mais quand l'ambulance est venue me chercher, je me suis cachée. En Sierra Leone, 200 personnes ont été infectées par le virus Ebola. 50 ont succombé depuis mai. Et si le virus se propage aussi rapidement, c'est parce que les gens se cachent. Et les autorités sanitaires ont donc décidé d'employer les grands moyens. La police est désormais impliquée dans la recherche des personnes infectées. Les gens sont arrêtés, on leur prend leur température et on leur demande de se laver les mains. Selon le Centre de contrôle et de prévention de Sierra Leone, 57 personnes touchées par le virus seraient encore dans la nature. Une Europe plus solidaire et au service de la croissance, c'est le credo de Matteo Renzi, le président du Conseil italien, dont le pays a pris hier la tête de la présidence de l'Union européenne. Il s'est exprimé il y a quelques instants devant le Parlement européen. Karina Chabour, bonjour. Bonjour Pierrick. Alors vous avez suivi pour nous cette allocution. Quels étaient d'abord les points forts de son discours devant le Parlement ? Clairement, je dirais que sur la forme, il a entretenu cette image de chef de gouvernement jeune et dynamique qui entend faire bouger les choses. Il a utilisé des expressions très jeunes, comme par exemple l'Europe n'est pas qu'un point sur Google Maps. Et si on prenait aujourd'hui un selfie de l'Europe, on aurait peut-être une image terne, triste, ennuyeuse. Et c'est sa priorité de corriger cette image d'une Europe qui est vraiment déconnectée des préoccupations des gens, une Europe synonyme d'austérité ou encore de crise financière. Même s'il l'a dit, il ne faut pas négliger ces questions financières. Il n'est pas question de remettre en cause ce pacte de stabilité, ces 3% de déficit qui est la règle, mais il faut introduire un petit peu plus de souplesse, prendre en compte les efforts, les réformes prises dans lesquelles les pays se sont engagés. Plus d'investissement aussi pour les jeunes, plus d'aide pour l'emploi des jeunes et plus de solidarité, notamment pour les pays en dehors de l'Union européenne, car il l'a dit à plusieurs reprises, l'Europe, ça n'est pas qu'une question d'économie, de par son héritage culturel, historique. Elle a un rôle à jouer dans les conflits de ce monde, notamment en Ukraine ou encore au Soudan. Alors, Matteo Renzi qui se veut jeune, qui a de grandes ambitions, est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions ? C'est vrai qu'à son actif, il a une cote de popularité qui est à son zénith et la victoire écrasante de son parti aux élections européennes n'a fait que renforcer cette popularité. Maintenant, c'est vrai que la troisième économie de l'Union européenne est toujours engloutie dans la récession. Le chômage est de 12,6% et la dette dépasse les 130%. Maintenant, depuis son élection, Matteo Renzi s'est engagé dans un festival de réformes, notamment des baisses d'impôts qui sont très importantes, 10 milliards, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, pour justement tenter de retrouver cette croissance et créer des emplois. Et puis aussi, le déficit italien baisse depuis plusieurs années et ça lui donne de la crédibilité. Donc clairement, il espère surfer sur cette image de dynamisme, de jeunesse, cette forte popularité et sur ces réformes pour tenter de faire repartir l'Europe du bon pied. Et ce n'est donc que le début de cette présidence italienne à la tête de l'Union européenne. Merci beaucoup Karina pour cette analyse. C'est avec vous que l'on referme ce journal. Merci à vous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure sur France 24. Les observateurs, ligne directe. Pour ce nouveau numéro de la ligne directe des observateurs, nous nous sommes rendus à Sigiri, à l'extrême est de la Guinée, pour répondre à l'appel de notre observateur Fodé Kouyaté. Je voulais vous faire découvrir la ruée vers l'or dans cette région où des milliers de personnes, hommes et femmes, viennent ici travailler dur en creusant la terre dans l'espoir d'être riches. Mais comme vous pouvez le constater, les conséquences sont désastreuses pour l'environnement et cela constitue une menace sérieuse pour l'avenir de la région.
Le Far West guinéen, le nouveau numéro de la ligne directe des observateurs. Les observateurs ligne directe, à voir sur France 24 et sur france24.com.